Nous allons revenir sur un événement qui a marqué une partie de la presse française, qui a la plus marqué en fait par son annonce plutôt que par sa réalisation. C'est Macron qui avait décidé d'aller rendre une visite au pape quand il était à Marseille. On en revue certains documents hum, qui ont circulé. D'abord, il faut faire un bref résumé. En fait, le pape catholique, donc représentant de plus d'un milliard de croyants, a décidé de faire un tour de la Méditerranée et pour faire différentes actions et promotion de certains événements. Et ça prend fin à Marseille. Ça a pris fin ce week-end à Marseille. Et donc, il a fait une visite, il a rendu une visite pour la ville de Marseille, pas pour la France entière. Il s'est contenté de cette ville, en insistant d'ailleurs sur le fait que c'était précisément pour cette ville qu'il venait, pour la ville de Marseille. Donc, c'était un port et un carrefour en fait. Et au départ, ce n'était pas annoncé, mais au cours de la semaine qui a précédé la visite papale, Macron a officieusement d'abord déclaré qu'il viendrait, et ensuite il l'a officialisé. D'abord, on va voir rapidement comment c'était vu que le pape ait choisi Marseille pour sa visite. Aujourd'hui. Oui, après son fastueux séjour parisien, Charles III se rend dans la métropole girondine aujourd'hui. Cette fois, les élus feront bien attention au protocole. La tactilité d'Emmanuel Macron avec le roi a choqué la presse britannique. Stéphane Place, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Quel est le programme de Charles III et de la reine Camilla pour cette une? Un instant. Mauvaise vidéo. Voilà. Marseille prend des airs de lieu de pèlerinage aujourd'hui. 5 siècles qu'un souverain pontife n'avait pas mis les pieds dans la cité phocéenne. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Point d'orgue de cette visite de 2 jours. Demain, une immense messe au stade Vélodrome à laquelle assistera Emmanuel Macron. Et avant cela, un bain de foule sur le Prado à bord de sa Papa Mobile. Bonjour Stéphane Burgat. Bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 à Marseille. La ferveur est de mise sur la Canebière ce matin. Ah oui, vraiment, l'enthousiasme est palpable ici pour cette visite exceptionnelle. Le dernier pape à Marseille, imaginez, c'était Clément VII en 1533, ça date. Et à l'approche de l'arrivée de François, le cœur des fidèles s'emballe déjà, c'est le cas de Marianne. Très émue, je suis touchée, je suis très touchée et très honorée aussi. C'est une fierté pour nous de recevoir le pape ici. Moi, ça me touche beaucoup personnellement. Moi, j'irai pas le jour J au Vélodrome par rapport à mon emploi du temps, mais je serai vraiment en union de prière avec ma communauté. Voilà, et pour apercevoir François, même de loin, il faudra patienter encore un peu puisque le temps de recueillement et de prière à Notre-Dame de la Garde tout à l'heure se fera en petit comité. Demain, il y aura donc ce bain de foule, puis cette grand-messe au Vélodrome célébrée avec près de 60 000 fidèles, dont Catherine. C'est difficile de vous en parler avant de le vivre. Hein. Enfin, pour moi, c'est une grande joie quand même. En fait, c'est une très belle perspective. Et pour moi, c'est une grande joie. C'est vrai que ça va être un moment festif pour la ville et puis pour la France aussi. Oui, je prie tous les jours pour le pape. Voilà, et pour... Julien Leblanc. Rebonjour. Alors, vous voyez, c'est tout un événement. C'est bien plus fort qu'une visite d'une quelconque star du rock ou de film. Parce que quand le pape vient dans un endroit, il attire forcément toute une foule de fidèles, que ce soit du pays où il rend visite et parfois aussi d'autres pays qui viennent pour le rejoindre. Pour Marseille, il y avait prévu même qu'il y aurait à peu près 100 ou 200 000 personnes qui viendraient exceptionnellement à Marseille, ce qui a fait une très grande phase d'accueil. Une grande organisation et une logistique a dû être mise en place. Mais en vérité, pourquoi ils ont choisi Marseille? On va le voir. En fait, en 10 ans un petit peu en avance, le pape François se distingue beaucoup de ses prédécesseurs pour certains de ses aspects politiques. Et l'un d'eux est une forte propension à l'aide à l'immigration. D'accord. Et Marseille est un exemple pour lui d'intégration réussite, d'émigration en France. D'accord.
Marseille, qui avant était une cité qui était connue pour être Massilia, une cité fortifiée qui pouvait résister aux attaques venant de la Méditerranée, aujourd'hui, il voit ça comme le symbole d'une future cité d'accueil des immigrants en masse. En fait, du rempart au centre d'accueil. On pourrait résumer grossièrement. Il revoit en fait comment pourrait être Marseille Mhm. et ça charme en fait certains politiques. D'accord. On y arrivera, on y arrivera. Comme on l'avait dit, Emmanuel Macron au début cachait le fait qu'il comptait se rendre à Marseille. Car il y a eu tout un débat, comme d'habitude, sur la laïcité. Est-ce qu'un président a le droit ou non d'aller à une messe officiellement en tant que président, ou est-ce qu'il peut y aller en tant que citoyen normal qui exerce son propre culte? Il y a eu un rapide débat sur la laïcité avec les réactions habituelles. Pour la gauche, il n'y a pas sa place. Pour la droite, il n'y a rien de choquant à cela. Mais il faut savoir que le président français dispose d'un statut spécial en fait. Une fois qu'un président en France est élu, il a un statut particulier qui s'appelle chanoine de Latran, Oui, c'est bien ça, Shannon de Latran. qui est Latran était une ancienne basilique ou archibasilique, et c'est un titre honorifique. On n'est pas responsable du culte lorsqu'on a ce titre, et il est accordé automatiquement aux personnes qui règnent sur la France. Alors, avant, c'était les rois. Ouais, ça date déjà de la royauté. Cela date d'il y a plus de 2 siècles en fait. Ouais. Et maintenant, ce statut est accordé aussi au président français. Donc, quand un président français entre en activité, il peut aller au Vatican et on lui donne le titre de chanoine de Latran. Seulement, le choix d'accepter ou de refuser ce titre est déjà en soi une déclaration politique. Parce que tous les présidents n'ont pas été d'accord pour accepter ce titre. C'est vrai. Et quand tu regardes le mappage par rapport à ça, Mhm. tu peux te rendre compte que certaines mouvances politiques l'ont plus facilement accepté que d'autres. Oui. Cette liste brille d'ailleurs par ces personnes qui n'y sont pas, en fait. Par ordre rétroactif, par ordre antichronologique, on avait François Hollande qui avait refusé d'aller au Vatican pour prendre le titre. Il n'avait pas refusé le titre, il avait d'abord refusé d'y aller, tout simplement. C'est une façon plus polie de refuser. Il y a eu Mitterrand aussi. Mitterrand aussi avait refusé, et Pompidou. Ce sont les 3 seuls présidents de France qui ont refusé ce titre. Titre qui ne fait pas d'eux des personnes de l'Église catholique. C'est un symbole, c'est un titre symbolique. Il ne donne aucun pouvoir, aucun prérogative. Par contre, il ne refusait pas, par exemple, le titre de coprince d'Andorre ou autre. Voilà. En tout cas, Emmanuel Macron, lui, l'a accepté et il aurait pu y aller donc à ce titre, en tant que chanoine de Latran. Ici, un article rapide de Hollande qui avait refusé de se rendre justement au Vatican pour accepter ce titre officiel. Bref, à ce titre, Macron pouvait aller à la messe papale à Marseille. D'ailleurs, il y avait eu plusieurs formules assez amusantes, par exemple où il disait qu'il allait assister à la messe mais pas y participer, un petit peu comme on va voir un film. En fait, tout ça, c'est le débat sur la laïcité qui est très habituel lorsqu'il y a ce genre d'événement, mais on ne veut pas se concentrer en fait sur ça. Justement, on expulse le thème de la laïcité du débat pour se concentrer juste sur le calcul politique. Parce que Quel est l'intérêt à Macron? Quel est l'intérêt à Macron d'être allé à Marseille lors de la visite du pape? Dans la politique, on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'interdit. Tant que quelque chose rapporte des voix, tant que quelque chose vous aide à progresser dans votre ligne politique, vous le faites. Mais vous le faites seulement si c'est rentable. Donc, Macron a essuyé des critiques à l'annonce qu'il allait se rendre justement à la messe papale, mais il sait que ça va lui faire une publicité importante. D'abord, un rapide résumé. Le catholicisme, c'est la première religion mondiale par le nombre de ses fidèles. Plus d'1 milliard 360 millions.
la façon dont on juge qui est adhérent ou pas d'une religion, c'est encore assez flou. Mais il faut retenir que le catholicisme, c'est la première religion mondiale et que les chiffres continuent de grimper. Il y a une croissance continue de l'Église catholique. Cette croissance est particulièrement forte en Afrique, en Asie et aussi en Amérique, c'est dit ici. Mais c'est pas précisé, mais c'est surtout en Amérique du Sud. Bref, tous les pays qui ont une expansion démographique importante connaissent aussi une grande popularité du catholicisme. En France, le catholicisme est aussi la première religion, bien qu'elle soit en déclin depuis déjà plus de 40 ans, et que la religion musulmane est en grande progression. C'est toujours pour l'instant le catholicisme qui est la première religion de France, en nombre de fidèles. Ouais. En nombre de fidèles, donc aussi en nombre d'électeurs. Il me semble qu'on est sur du Plus de 30%. plus de 30% pour 10% de musulmans, c'est ça, me semble-t-il. Hein. C'est à peu près cette stat-là, oui. Instant, est-ce que j'ai ici? Le fait est que, par contre, pour les musulmans, où le vote est assez dirigé politiquement, Oui. chez les catholiques, c'est déjà quelque chose de différent. Vous allez voir. Je fais une petite pause, je vois qu'il y a des questions au niveau du live. Mhm. Je vois que le Julien Lebleu dit « Ça ne me dérange pas, je ne trouve pas ça choquant. Il essaye de gratter des électeurs à droite. » Tu vas voir, c'est pas le fait qu'il essaye de fidéliser sa base ou le vrai problème, c'est pourquoi Marseille. En fait, tu comprendras à la fin, on va vraiment bien t'expliquer dans le sujet, tu comprendras. Diana Prince qui dit oui, il veut être sur tous les fronts. Aujourd'hui, le catholicisme est premier en France, mais avec le temps, quand nos grands-parents et nos parents vont disparaître, cela va peut-être changer. Oui, puisque de toute façon, de facto, ça sera remplacé par l'athéisme. Oui. Donc forcément, l'athéisme, et si on considérait l'athéisme comme une religion, l'athéisme est déjà la première religion de France. Mm. Il y a, majoritairement, il y a plus de personnes non croyantes en France, plus de 50% de la population, que de croyants réunis. Donc chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout ce que vous voulez, ensemble. Je te laisse continuer. Je continue. Mais justement, comme disait Julien Lebleu, il essaie de gratter des électeurs à droite. Mais pour le catholicisme, c'est un peu plus spécial comme vote. Parce que lors des élections, justement, il y a eu de belles études qui ont été faites. Et par exemple, justement, l'électorat catholique, alors, plus de 40% des catholiques, par exemple, ont voté Marine Le Pen ou Zemmour. Alors que, par exemple, pour les musulmans, c'était presque 70% pour Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez que chez les catholiques, le vote et la politique sont beaucoup plus distingués. Donc, ça veut dire que là où, par exemple, pour les musulmans, on sait que c'est Jean-Luc Mélenchon qui peut infler l'électorat musulman, pour les catholiques, il faut faire plus d'efforts pour essayer de grappiller justement l'électorat catholique. Et qui visiblement n'appartient pas entièrement à Macron parce que Marine Le Pen et Zemmour, quand même, plus de 40% à se partager ces votes-là, c'est important. Macron, premier président français. Mais moi, je pense pas que c'est ça vraiment sa volonté. C'est pas d'aller piocher dans l'électorat de Marine Le Pen ou Zemmour. En fait, le problème, c'est que je pense que Macron, actuellement, il est face à deux choix. Il aimerait briguer un nouveau mandat, mais ça, pour cela, il faudrait changer la Constitution, ce qui risque d'être un peu plus compliqué. Ou peut-être qu'il est en train de viser son après-présidence. Oui. Et pour ça, son après-présidence, elle a deux possibilités pour Macron. Une carrière en France, comme un élu peut-être plus restreint, ou alors une carrière à l'international. Mais dans tous les cas, il faut qu'il soigne son image. Mais à l'international, ce sera sans doute dans une boîte privée, style McKinsey. Oui, mais pour de la relation internationale aussi. Oui. Ce ne sera pas vraiment à la Sarkozy où il ferait quelques conférences. Non, lui, il est plutôt dans l'échange et dans la négociation. Donc, il faut qu'il ait une image internationale bien plus positive. Et
Voilà. Ici, on voit encore plus la disposition des votes qu'il y avait eu parmi les catholiques pour les présidentielles. 30% quand même pour Macron, 25% pour le Rassemblement national et 10% pour Éric Zemmour, et même 7% pour Valérie Pécresse. Donc on peut voir qu'il n'a pas forcément de déficit. Il n'a pas de déficit, mais il sait qu'il charme cet électorat en partie. Bien sûr. Et qu'il peut, par là, il peut taper dedans, en fait. Oui. Il peut essayer de faire des actions pour s'en emparer. Et je pense pas que ce soit forcément, voilà, à l'échelle nationale, politique à l'échelle nationale. Je pense que c'est peut-être plus local, ce qu'ils cherchent. C'est possible que ce soit plus local, mais il faut toujours prendre en compte que c'est un événement international. Le pape qui passe à Marseille, il ne fait pas ça à la France, il fait ça à l'échelle internationale. Oui, bah c'est aussi pour redorer. Alors, en fait, on va dire pour le court terme, ça va lui permettre de redorer son image qui est un peu fracassée en ce moment à l'international, parce que le pape a choisi la France, donc Macron, oui, pour venir faire un Jesus show au Vélodrome. 60 000 personnes attendues quand même. Oui. Donc il y a ce côté, oui, il y a ce côté image. On veut montrer l'international. Donc ça, c'est pour pour essayer de gratter un capital bénéfice sur sa notoriété, sur l'image à l'international, et nullement local. Je pense pas que sur l'aspect local en France, ça un vrai. Mais il se passe un événement important à Marseille et Macron veut en être. Faut pas forcément voir ça comme un élément religieux, mais il y a un côté électoral. Faut comprendre que en politique, quand on fait une action politique, il y a forcément des personnes qui vont vous le reprocher et des personnes qui vont vous féliciter de ce choix. Et chaque choix politique est fait en fonction de cette balance. Combien je vais perdre et combien je vais gagner. Si Macron a pris la décision d'aller à Marseille pour rencontrer le pape, il a pensé qu'il y avait plus à gagner qu'à y perdre. C'est pas anodin. Surtout qu'il avait beaucoup à faire cette semaine. Il aurait très bien pu se passer de la visite avec le pape. Tout à fait. Je pense aussi. Donc, il y a deux solutions. Soit il voulait aller voir quelque chose pour l'échelle internationale avec le pape, soit il voulait, ou alors en plus, il voulait aussi grappiller un électorat supplémentaire, à défaut de le prendre pour lui, de l'arracher à Renaissance, c'est ça, et au Rassemblement national, pour soi-même. Parce que justement, ce pape a de grands avantages, c'est qu'il est très pro-immigration. Il a une approche très frontale de cela, il n'hésite pas à parler politique à ce sujet-là, et bien que les opinions du pape diffèrent sur plein d'aspects de ce que voudrait la politique française, ça c'est un point qui intéresse à la fois les insoumis. Oui, parce que c'est ça aussi qui est assez drôle, c'était cette récupération des insoumis. Parce qu'en fait, je pense que les insoumis les dérangent, parce que Mélenchon s'est rendu à l'instant. En fait, il a voulu utiliser le côté justement pro accueil du pape. Et le problème, ce qui le dérange, c'est que la Macronie récupère sa clientèle, en fait. Le rayonnement de sa clientèle. Qui est, bon, on va quand même être honnête. Moi, je vois bien, tu vois, maintenant, aujourd'hui, la droite, plutôt catholique, les mélenchonistes, plutôt musulmans. Oui. Mais justement, on a vu il y a une disparité des voix. Et sans oublier que la gauche, surtout Mélenchon historiquement, déteste profondément l'Église. On peut revenir sur de nombreuses interventions où il a pu oui, mais totalement. montrer une hostilité face à l'Église. Et le fait qu'il soit tout penaud, il a fait des petites déclarations un peu low cost. Au moins, se faisait prolo. Hein. Il était dans. Justement, Jean Messia en a un peu parlé. On va écouter cette petite déclaration. 2,50. Une visite politique, alors à la fois Jean Messia par le discours tenu par le pape François, mais également par la récupération de cette visite qui en a été faite. Puisqu'on a entendu Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants, les Insoumis se sont rassemblés finalement pour faire écho à la visite du pape François et pour dire qu'ils soutenaient les mots du pape François. Ils se sont rassemblés pour faire une autre messe
avec à sa tête le père Mélenchon qui a prononcé une homélie à la gloire de l'immigrationnisme prôné par le pape François. Le pape François est arrivé en France, en gros, pour faire la leçon, si vous voulez, aux Français et aux catholiques européens de manière générale, en dénonçant, je le cite, le fanatisme de l'indifférence. Mais comment peut-on employer un tel terme quand l'Europe a été l'une des régions occidentales du monde qui a accueilli le plus de migrants ces 40 dernières années? Enfin, la France a pris sa part, et bien au-delà de la misère du monde, en accueillant des millions de personnes ces 30 ou 40 dernières années. Donc on ne peut pas accuser la France de ne pas être un pays généreux et de ne pas prendre sa part à la souffrance humaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand le pape dit qu'il faut sauver les migrants, en réalité, personne en France et en Europe ne dit qu'il faut les laisser mourir. Qui dit qu'il faut laisser mourir les migrants en mer? Bien sûr qu'il faut les sauver, c'est le minimum de l'humanisme. Mais entre dire il faut les sauver et les faire venir chez nous, nous disons il faut les sauver et il faut les ramener dans les ports desquels ils sont partis, puisqu'ils n'ont pas vocation à arriver en France. Donc les sauver, oui, mais pour les ramener à leur port de départ et non pas pour les faire venir en France. Et je trouve, si vous voulez, qu'il y a de la part de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de gauchos progressistes, c'est un peu le bal des faux culs. Parce que si vous voulez, ils récupèrent les thèses pro-immigration et pro-migrants du pape, mais excusez-moi, le pape, il était contre le mariage homosexuel, il est contre l'euthanasie, il est contre la pilule abortive. Est-ce que les progressistes applaudissent le pape là-dessus aussi, ou ils font leur marché sur ce qui les arrange ou ce qui les arrange pas? Donc il faut arrêter de... Là, pour le coup, ça s'appelle la récupération, parce qu'ils vont picorer dans ce que dit le pape, ce qui les arrange. Et dernier point, j'en terminerai là, c'est que le pape raisonne en chiffre d'affaires. C'est un pape qui vient d'Argentine, d'accord? Aujourd'hui, l'essor du catholicisme, il se fait en Afrique, il se fait en Amérique latine et il se fait en Asie. Donc évidemment, le pape va pas tenir un discours anti-immigration alors que la plupart des catholiques d'Afrique et d'Amérique latine notamment veulent immigrer dans l'hémisphère nord. Donc en fait, le pape s'en fout des catholiques européens puisqu'ils ne représentent plus grand-chose, en tout cas plus grand monde dans le catholicisme d'aujourd'hui. Alors, il y a à la fois à boire et à manger, mais effectivement, il y a une grande volonté d'immigration de la part de l'Afrique vers l'Europe, ça c'est indéniable. Par contre, pour l'Amérique du Sud, c'est déjà beaucoup plus nuancé. Il y a des tentatives d'immigration, parfois il y a des flux qui se créent vers les États-Unis, il y en a toujours eu, pas juste d'origine mexicaine, mais d'Amérique latine, mais ils sont beaucoup plus ténus que ce qu'on connaît en Europe. Quant à l'Asie, elle est beaucoup plus repliée sur elle-même et les migrations sont intérieures. Mais justement, ce qu'on voulait souligner dans ce discours, c'est justement la façon dont, quand il y a quelqu'un avec l'ampleur médiatique du pape qui arrive, même par exemple Mélenchon en vient à citer ce qu'il arrange dans les positions du pape. Il ne fera pas référence à l'avortement ou au mariage homosexuel, mais il y a, regardez, même le pape est pour l'immigration. Même Mélenchon essaie de séduire un petit peu l'électorat catholique pour qu'il vienne dans son camp. Il estime que, Mélenchon, dans cette situation, estime que faire cette déclaration où il loue le discours du pape lui apportera plus d'électeurs que lui en élèvera. Alors qu'on sait que c'est son parti qui est le plus soutenu par les musulmans. Mais dans son calcul à lui, c'est intéressant. Et donc c'est aussi pour ça que pour Macron, c'est intéressant de charmer aussi une partie de l'électorat catholique qui n'est pas contre les valeurs de Macron et qui pourrait faire venir. Je suis d'accord avec ton analyse. Par exemple, justement, parmi les points qui pourraient différer entre Emmanuel Macron sur ses projets, parce que par exemple, le mariage homosexuel, peut-être que l'Église catholique est contre. Par contre, il est déjà en France, il est déjà installé. C'est pas dans les projets d'Emmanuel Macron de le faire bouger. Mais Emmanuel Macron, parmi ses sujets qu'il avait abordés dans sa campagne, il y avait le projet sur la loi de fin de vie. Le projet sur l'euthanasie, en fait. Il voulait ouvrir le débat. Et justement, ça pourrait être un point qui pourrait créer une distance entre ce que Macron propose et le pape. Donc, ça, c'est clairement quelque chose que l'opposition mettra en lumière, le discours justement de Macron qu'il fait devant le pape, devant la presse internationale,
et qu'il tient en France lorsqu'il est plutôt seul. Bon. Je Il vois y a qu'il y a un problème sur la l'image. vidéo. Ouais. Nous revoilà. Et voilà. Je sais pas ce qui s'est passé encore une fois. Bon, reprenons. Apparemment, quelqu'un veut pas qu'on fasse cette vidéo, mais on la fera jusqu'au bout, parce que nous, on n'a qu'une seule parole. Enfin, on en a deux, parce qu'on est deux. Mais... Voilà. On va faire un petit point avant de reprendre sur les commentaires, je vois. Alors, Julien Lebleu qui nous dit « Frère Mélenchon, je vais l'appeler maintenant. » Ça lui va bien après. Frère Toc. Ah, Frère Toc. non, frère Toc est toujours souriant. Mélenchon aussi. Euh, Sauf quand on le met en cause. quand on lui parle, ou quand on lui pose une question. Non, qu'on le contredit. Oui, c'est vrai. Mais, Seul sur mais, scène, depuis allez, 4-5 ans, il essaye de faire un travail dessus. Même quand il est pas content, il essaye de sourire. Non, je l'ai vu sourire son hologramme une fois, mais c'était pas lui. Ok, on y va. Pour le pape, donc c'est Gobelin qui nous écrit, pour le pape, je dirais qu'il est resté trop longtemps dans les couloirs dorés du Vatican. Comme le gouvernement, il est déconnecté de la réalité. À la fois oui, à la fois non. En fait, peut-être que le pape n'a pas grand-chose à faire de la situation européenne, parce que justement, il se concentre sur les petits pays. Ça, c'est aussi important pour expliquer pourquoi le pape avait souligné qu'il venait à Marseille et pas en France. C'est qu'il insiste pour mettre sur l'avant de la scène des pays qui n'étaient pas très reconnus à l'ancienne. Et c'est comme ça a été évoqué justement dans la vidéo, et comme on l'a dit aussi, pour les pays, enfin les zones du monde où le catholicisme augmente. L'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. Et c'est là-bas qu'ils se rendent la plupart du temps. Bref, mais pour en revenir à ce qu'on disait, c'était que Macron n'est pas entièrement d'accord avec ce que dit le pape, et le pape le questionne parfois. Mais dans le calcul politique de Macron, aller à Marseille et voir le pape, c'était très payant. Il estime qu'il va y gagner. D'ailleurs, Macron n'est pas juste allé voir le pape, il est allé à Marseille. Et ça, c'est une double chose qu'il faut souligner. Parce que le pape, d'un côté, d'accord, un événement international, il doit être présent pour être visible. Mais il est aussi présent à Marseille. Et c'est pas anodin. Macron a une relation particulière avec Marseille qui fait que dès que quelque chose se passe là-bas qui est au-dessus du panier, il faut qu'il en soit. Il faut qu'il apparaît à la tête de Marseille. Oui, il a un genre de fanatisme sur Marseille. Mm-hmm. Ça s'est vu sur beaucoup de choses. Par le foot, il supporte l'OM. Mm-hmm. Dès qu'il y a eu les émeutes, les plans de relance, ça a été direct sur Marseille. Mm-hmm. Les investissements qu'il proposait sur Marseille aussi. Sur Marseille. Donc il a vraiment un fétiche sur. On peut parler de kink sur Marseille. Je me désolidarise de. Allez, non. On va vous présenter un extrait d'une émission d'Europe 1 où justement vous allez voir. Si, justement, Momoji, Mélenchon est député de Marseille. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette volonté où Macron vient attaquer le petit père du peuple sur son terrain, tu vois. Petit. Ah oui, il avait sorti le projet. Ah, je savais pas que c'était... Ah si, c'est vrai qu'il avait sorti le projet. Donc, en fait, peut-être que dans sa tête, il s'imagine que Marseille, c'est grâce à Marseille s'il a gagné. Il peut s'imaginer aussi que le pape a choisi Marseille parce que c'était la ville préférée de Macron. Passons à l'extrait. Ce lundi pour 3 jours, format visite d'État pratiquement pour le PR dans son laboratoire politique à Marseille, avec un plan à son nom, doté de 5 milliards d'euros, un préfet délégué aussi, spécialement chargé de la bonne exécution du plan. Charlotte Dornelas, je commence avec vous. Emmanuel Macron, passion Marseille, qu'est-ce qui lui plaît tant à Marseille au président de la République ? Le côté laboratoire, précisément, c'est ce qu'il avait dit la première fois, c'est pas complètement faux d'ailleurs, c'est le laboratoire... surtout du pire en ce qui concerne ses investissements, ce qu'il veut.
Et alors, on peut lui reconnaître une chose avant de parler de la situation, c'est que au minimum, il y retourne, ce qui permet à tout le monde de suivre un peu les chantiers. C'est vrai que d'habitude, on va quelque part, on dit un truc et puis personne n'y retourne jamais et personne ne s'y intéresse plus. Là, au moins, il y va. Après, on voit, il y a à la fois tout ce que vous disiez, il y a l'investissement incroyable, il y a le fait d'y aller et d'y retourner, le fait aussi de nommer des proches à des postes clés dans la ville de Marseille, et le fait d'être en guerre aussi avec le maire de Marseille. Donc c'est à la fois extrêmement politique et on sent qu'Emmanuel Macron est extrêmement investi. On finit par se demander, c'est pas des ambitions à Marseille finalement, je sais pas. Mais oui, alors tout à l'heure, vous ne croyez pas si bien dire. Vincent Trémollet de Villers nous rappelait qu'Emmanuel Macron fut un temps ambitionné de devenir maire de Marseille. Voilà. Maire de Marseille, c'était avant d'aller à Bercy. Le président de la République, tiens, je le cite, il s'exprime longuement ce matin dans les colonnes de la Provence. Regardez ce qu'il dit, je trouve que c'est assez intéressant. Il dit « Marseille ne s'est pas construite en s'ouvrant à la mer. Au contraire, historiquement, la Méditerranée était plutôt quelque chose que l'on surveillait à cause des invasions. On entre dans le siècle où la cité phocéenne doit embrasser la mer et son destin méditerranéen. Il est anormal que Barcelone ait enregistré une telle réussite depuis les 30 dernières années. Par rapport à Marseille, on doit rééquilibrer ça. » Benjamin Morel, c'est intéressant. Il y a une vraie vision quand même pour Marseille. Il y a une vision pour Marseille. Et je crois qu'on ne peut pas lui reprocher, entre guillemets, de ne pas avoir pris en considération toutes les difficultés qui sont aujourd'hui celles de Marseille, la fragilité qui peut être de cette ville, mais également son potentiel. Premier port français sur la Méditerranée. Vous comprenez bien que, malgré tout, ça peut être un atout pour le pays. Et dès 2017, il envisage ce type de situation. Ensuite, et je rejoins Charlotte, il y a un autre avantage pour lui. Parce que Marseille n'est pas un champ de ruines, mais c'est une ville qui va très très mal. Et donc, il peut expérimenter. Il peut lancer ses idées et voir ce qu'elles donnent. Regardez par exemple ce qu'il fait sur les écoles avec l'idée que... Ça reprend. En fait, il est dans une logique, la destruction créatrice. Parce que il a déjà une petite punchline comme ça, vis-à-vis des enseignants qu'il avait interpellés quand ça allait pas bien au niveau de l'hôpital. Enfin, ça va toujours mal à l'hôpital, mais il disait... Mais ce que vous comprenez pas, ce qui était aussi un aveu de vérité, à demi-mot. C'était pas un aveu de vérité à demi-mot. Voilà. Il a dit, non, l'hôpital public ne marche pas parce qu'il a été mal détruit. Donc, il avoue, par sa maladresse, d'avoir dit que les prédécesseurs avaient la volonté de le détruire. Qu'ils l'ont mal détruit, mais que lui, il le détruira bien. Il le détruira bien. Oui. Et finalement, Marseille est bien détruit, donc il pense que il faut que ça soit bien détruit pour bien reconstruire. C'est comme après une guerre, sur les ruines, c'est facile de reconstruire quelque chose de neuf avec de nouveaux principes. Marseille, dans sa perspective, et de façon générale, est perçue comme une ville qui a été gangrénée par une immigration non contrôlée, par une délinquance, par une mafia. La mafia de Marseille, on en parle déjà depuis plus de 100 ans, en fait. Et il y voit un terrain où il peut se permettre de tout refaire, de tout réimposer. Mais il faudrait qu'il dirige Marseille, en tant que maire de Marseille. Mais c'est pour expliquer justement que il se permet d'utiliser ça comme une ville expérimentale, parce que là-bas, on estime que là-bas, on a le droit de tester quelque chose de nouveau parce que c'est l'endroit où aucune des autres solutions n'a marché. On continue. Eh bien, les directeurs d'établissement pourraient, au nom d'un projet pédagogique, recruter un peu les profs comme ils veulent. Alors, je ne vais pas assommer tout le monde de chiffres, mais il y en a quand même beaucoup. Mais il y a quand même 188 des 470 écoles de la ville qui vont être rénovées, rasées, reconstruites, etc. C'est énorme. On a une reprise en main, en effet, parce que pendant des années, vous avez eu de l'injection de l'argent, mais pour beaucoup, eh bien, pour des raisons de position d'élus locaux, etc., ça ne passait pas. Donc là, il y a une vraie prise. Justement, il y a une promesse, par exemple, pour les écoles qui seraient à nouveau financées, reconstruites, rénovées. Et là, quand il parle d'élus locaux, justement, c'est qui est à la tête de Marseille? Le maire, tu parles ou... Le député. Député, il y a Mélenchon qui est de... Voilà. Mélenchon, justement, est en guerre contre Macron. Et Macron veut investir sous un certain aspect dans la ville. Et Mélenchon, lui, qui dit, non, on va faire ça à notre sauce, en fait, et c'est pas à vous de vous en mêler. Prise de conscience que l'État doit intervenir directement, rentrer dans une logique de contractualisation, etc. Mais pour faire valoir un projet qui est un projet politique. On va au-delà du coup de peinture, parce que bien sûr, les paroles d'Al-Ayam qui chantait ça très bien. Derrière il y a les coups une vraie de peinture, idéologie derrière.
L'idéologie, c'est de dire le chef d'établissement pourra recruter les enseignants. Alors, avec les dangers que ça peut comporter, parce que demain, si on fait ça au niveau national, les meilleurs établissements risquent d'attirer les meilleurs profs. Et donc C'est là, déjà il y a le un cas, risque à terme. Dans l'éducation nationale, au niveau du public, non. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes. C'est le Mais problème de la fondamentalement, banlieue. pour Emmanuel Macron, c'est en effet une mise en scène d'une idéologie qui est la sienne. Oui. Ensuite, il n'y a pas vraiment de gain électoral local. Si vous regardez le résultat des élections à Marseille, la République En Marche est clairement pas en terrain conquis. Oui. Donc, c'est une vision au niveau national, beaucoup plus qu'une vision marseillaise. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une ambition électorale malgré tout? Les militants Renaissance, depuis hier soir, collent des affiches partout dans Marseille, où il est écrit « Macron, le président de tous les Marseillais ». C'est pratiquement l'impression d'une... Ça, pareil. La presse, elle n'a pas fait de publicité sur ces fameux collages d'affiches du président. C'est pas la peine, c'est ta mère. Macron, président de tous les Marseillais. Pour rappel, il pourrait mettre. Pour rappel. Une petite campagne électorale éclair de 3 jours, là, Charlotte Non, mais Dornelas. je sûr, quand j'ai vu cette info hier, j'ai cru que c'était une blague. Non, mais j'ai cherché et je me suis dit, il colle sérieusement des affiches, Macron, le président de tous les Marseillais. J'ai pas compris. C'est intéressant comme message. Ça veut c'est dire intéressant, c'est-à-dire que soit il clarifie la situation, il nous explique pourquoi, c'est quoi son truc avec Marseille, quoi. Oui. Soit il est le président de tous les Français tout court, ça me paraît une Non, évidence. mais ça veut dire, Monsieur le Président, vous êtes le président des 20% de Français qui vont bien, et lui entend apporter un démenti à ça, c'est ça Oui, peut-être mais le alors, le message. truc, non c'est que, en effet, le projet sur la mer, etc., par ailleurs, qui est extrêmement intéressant étant donné le positionnement de Marseille. Là, en l'occurrence, toute la journée, il va rencontrer des gens qui vont lui parler des règlements de compte qui ne cessent d'augmenter, des mères qui ont perdu leurs enfants, des écoles où, en effet, il y a 188 chantiers annoncés il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'il y était. Il y a 2 ans, oui. Et il y a 19 chantiers effectivement lancés. C'est l'histoire des caméras de surveillance qu'il avait promis dans toute la rue de Marseille, bloquées par les écologistes sur place, donc il n'y en a pas qui sont mises en place. Il y a une guerre vraiment locale qui est idéologique, enfin qui est politique en fait, hein, qui est pas scandaleuse en soi, qui est extrêmement politique. Et là, Emmanuel Macron, il finit par se situer. C'est pour ça que je vous disais, j'ai vraiment cru que c'était une blague, sincèrement, parce qu'il finit par se situer au niveau du maire de Marseille et donc de l'affronter politiquement. Non mais c'est vraiment ça l'histoire. Donc il arrive, il n'est pas président de la République, il est président de tous les Marseillais, c'est-à-dire en effet candidat quasiment pour les Marseillais, alors qu'en effet ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas du tout sa couleur politique qui fonctionne à Marseille. Donc soit il vient en tant que président en disant c'est évidemment important de s'occuper de cette ville et de l'état de déliquescence, je pourrais rajouter les immeubles, puisqu'on se souvient du déplacement et du ministre de l'Intérieur et de celui du logement au moment de l'effondrement d'un immeuble. Donc soit il y va en tant que, en effet, président de la République, je n'oublie pas aussi les gens qui souffrent dans ce pays, soit il y va avec des ambitions qui sont tout autres et qu'il s'agirait de clarifier dans ce cas. Est-ce qu'il n'y a pas Alors, voilà. Vous voyez que c'est donc pas juste peut-être le pape qu'il est allé voir à Marseille, il est aussi allé voir Marseille. Une façon... il est parti parce que comme c'est le président de tous les Marseillais, il est parti voir son peuple. Il est en voyage dans une autre province. En allant voir le chef du Vatican, il est allé aussi en tant que président, en tant que représentant de l'État de tous les Français, dont les Marseillais. De tous les Marseillais. On sait plus trop, hein. Président des riches, président de tous les Marseillais. Oh, il y a peut-être un lien. Peut-être que tous les riches sont à Marseille. Oh, c'est bête, on aurait pu demander des témoignages de Marseille. Mais vous voyez, Macron et Marseille, c'est déjà une vieille histoire. Et quand il a l'occasion d'y aller et d'affirmer son statut, il n'hésite pas. Donc ce n'est pas juste pour le pape qu'il y est allé, c'est aussi pour Marseille. Mais on notera qu'avant déjà d'y aller, Macron avait un léger recul dans les sondages, tandis que le pape, lui, a toujours ses nombreux points d'avance. Mais justement, ce que l'on voulait dire, c'est que Marseille, le pape, c'est une grande tribune où il a pu aller pour réaffirmer aussi qu'il est tel président, qu'il est associé à tel regroupement. Mais en soi, ça fait assez léger comme raison pour pouvoir faire beaucoup de random médiatique. Donc,
On pensait que aussi, étant donné que au même moment, il y a la visite de Charles III qui vient en France, qu'il essaie d'avoir quelque chose qu'on pourrait qualifier de fronde médiatique. C'est-à-dire qu'on prend son élan sur un événement, on essaie de l'amplifier par un autre événement qui n'a rien à voir, mais qui a aussi une valeur symbolique forte, pour essayer de remonter d'un coup dans les sondages ou faire passer un futur projet ou pour faire accepter certaines choses. Donc, ce que tu es en train de dire, tu me dis si je me trompe, Mhm. c'est qu'elle a utilisé la visite du pape comme tremplin médiatique et pour consolider cette propulsée, Mhm. il profite de la visite de Charles III pour accentuer cet effet. C'est ça. Cette semaine, enfin la semaine dernière, il devait être partout à la fois. Il devait être Au four et au moulin. au- à Paris, à Bordeaux, à Marseille. On ne devait pas le rater. Il y avait aussi non pas lundi, dimanche soir sur TF1, il a donné aussi une interview. C'était la semaine Macron. Et sachant que la semaine dernière, il y a eu un document qui est sorti disant que Macron a vraiment une cote de popularité. Je crois qu'il a même battu Hollande dans l'impopularité. Et c'est quand même un très beau sport. Donc, vous voyez, il a saisi tout ce qu'il pouvait pour redorer son blason. Est-ce que ça va marcher? Vous le saurez après la pub. C'est pour ça, dans cette optique, on verra justement dans les semaines qui viennent si ça a marché. Spoiler alert, probablement pas. Parce que concrètement, c'est pas juste en fait, le seul bénéfice éventuellement, moi, je vois qu'il va y avoir de tout ça, c'est effectivement peut-être le message à l'international, le rayonnement. Tu vois, le rayonnement de Macron. Macron qui prépare l'après-Macron. Voilà, Macron qui prépare. Mais du point de vue local, sa popularité, elle va pas augmenter, et encore moins du côté de Marseille, puisqu'en fait, ce qui plombe Macron actuellement, c'est l'inflation. Étant donné qu'il ne fait rien, ça va pas remonter, en fait. Exactement, parce que c'est un double coup négatif, en fait. En allant à la messe à la dernière minute, si je puis me permettre, il s'est fait critiquer pour la laïcité, et ce qu'il voulait récupérer, c'est-à-dire l'immigration, la position pro-immigration du pape, Mélenchon récupérait déjà à la base. Donc, en fait, il a mal visé, il a tiré dans l'eau, il a coulé son pion. Bon, c'est pas son premier coup d'essai, c'est pas son premier coup d'épée dans l'eau, quoi, on va dire. Non, c'est pas sa première bourde, non. Mais c'est intéressant à décortiquer. Il a pensé que ça pourrait lui apporter quelque chose, et visiblement, chou blanc. Mais c'est qu'un élément de tout ce qu'il a fait la semaine dernière. Donc, l'interview sur TF1, et aussi la rencontre avec le roi d'Angleterre, Charles III. Mais ça va être le dernier sujet, on va vraiment explorer ça. Qu'est-ce que ça cache vraiment, cette visite du roi? Oui. Comment ça s'est présenté? Par rapport à ça, on va regarder un peu s'il y a des questions, ou si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous pensez que ça va bénéficier à Macron ou pas? Oui, est-ce que aller voir le pape à Marseille était une bonne idée? Ou est-ce qu'il aurait dû dire, cette fois-ci, je m'en mêle pas, pour une fois, je ne piperai mot. Il y en a Prime 61 qui dit non. Le pff est très important, effectivement. Il faut soupirer quand on dit ça. Non. Julien dit, je pense pas que ça puisse être pire. Attention, c'est un président très prometteur. On peut toujours faire pire. Ouais. On pensait que pire qu'Hollande, c'était pas possible. Oui, mais c'est son dauphin, Macron. Ah oui, c'est peut-être le dauphin de Macron qui sera peut-être problématique. Aucune limite à ce pouvoir. Son dauphin qui a fait félonnerie. Ce félon envers Hollande. Macron se félon. C'est très ambitieux, tu vois. On disait quelque chose d'infaisable, il est venu et il l'a fait. Il aurait dû en faire une promesse électorale. Bref, nous reviendrons pour traiter justement de la visite de Charles III dans la dernière partie.
Vous pouvez en profiter ou encore pour aller vous faire du popcorn si vous voulez bien rire, faire quelque chose à boire et à manger. J'ai l'impression de voir Macron qui essaye de gratter de la visibilité. Non, mais c'est tout à fait ça, le bleu, en fait. C'est, de toute façon, c'est ce qu'on vient de plus ou moins détailler, de toute façon, c'est ça. C'est d'autant plus visible en fait que quand on parcourt ensuite, quand on cherche les articles de Macron avec le pape au moment des événements, ben, Macron disparaît. Il n'a pas suffisamment marqué pour avoir droit à beaucoup d'articles à son sujet. Alors que chacun des éléments de la visite du pape a été recensé. Il sort de l'aéroport, il va dormir, il fait sa promenade, il va à la messe, il revient de la messe. Macron, en fait, a mal joué son coup. Il a été invisibilisé par la présence du pape et par le discours du pape. Et en territoire qui était Marseille, il ne pouvait pas profiter justement d'élus locaux pour être bien visible. Il y en a pris une 61 qui dit il y a juste une photo de Macron tactile avec le pape. Oui, c'est vrai qu'il a quand même une sacrée sale manie de toucher, je sais pas. C'est la manie du banquier. Il a été formé comme ça. Pour les investissements, c'est important de créer le lien. Ah, mais il y a aussi beaucoup de gens que ça dérange, en fait. Mais totalement. Parce que ce qui est bien pour quand on fait un marché, on se serre la main, etc. Oui, mais de là, t'as grippé comme un suricate, tu vois, sur les bras des gens que tu vois, tu vois. Enfin, je sais pas si tu te rappelles. Le suricate est un animal félon. Enfin bref. Oui. Bon, en tout cas, on vous laisse avec nos politiciens préférés après cette courte pause de 10 minutes, comme habituellement. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.